2, France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, la gronde continue en Algérie. C'est la question du jour. Les manifestations peuvent-elles aboutir à l'abandon de la candidature de Bouteflika? On en parle avec vous dans un instant. 01 40 33 9000 avec Gamal Abina, avec Farid Temsamani et Philippe Boriachi. Et nous essaierons aussi d'avoir un direct depuis Alger où il y a énormément de monde avec Khaled Draroni tout à l'heure en direct. Première femme à être chef présidente d'un parti à Birmoussi qu'a rencontré Tarek Mami, à écouter dans un instant. Grande séance du grand débat en ce vendredi, plus de 30 minutes où les auditeurs tout à l'heure pourront nous faire leurs propositions, leurs doléances, des propositions que nous transmettrons à l'issue de ce grand débat à l'Elysée. Tout à l'heure, on compte sur vous. Le zapping, les infos zappées et bien entendu vos appels au 01 40 33 9000. C'est donc parti pour le LGF, la dernière de cette semaine jusqu'à 18h. Bienvenue à vous, c'est le grand forum, votre rendez-vous chaque jour 16h-18h, la liberté d'expression qui est bel et bien présente au quotidien dans cette émission. On peut le constater chaque jour durant, avec aujourd'hui un beau plateau rempli de mâles, à l'image de Philippe Boriachi. Bonjour Philippe. Bonjour à tous et à toutes. De Gamal Abina, salut Gamal. Salut à tous. Monsieur Farid Temsamani, bonjour Farid. Bonjour Christophe. Bienvenue à vous trois. Et on peut parler de véritables marées humaines dans tout le territoire algérien, des grandes villes, en passant de Alger par Oran, Mostaganem, Tizi Ouzou, Béjaïa, mais aussi les petits villages qui sont blindés de monde. Il se passe quelque chose aujourd'hui en Algérie. On en parle dans quelques minutes. Pour l'heure, je vous propose d'aller faire un tour en Tunisie et faire la rencontre de Abir Moussi, qui est une femme, et d'ailleurs c'est la première femme à être présidente et leader d'un groupe politique. Elle a été interrogée et rencontrée par Tarek Mami. Bonjour Madame Abir Moussi. Vous êtes président donc du parti d'historiens historique pour la Tunisie. Nos auditeurs ne vous connaissent pas en France. Par contre, moi j'ai appris à vous connaître quand vous êtes porté au tribunal en Tunisie le 2 mars 2011 en pleine effervescence, alors que le secrétaire général du parti à l'époque n'a pas osé ni aller défendre son parti, ni prendre un avocat. Vous êtes présenté et c'est là où on a pris votre nom. Pourquoi avoir pris cette initiative alors que la Tunisie était dans une situation d'effervescence où même votre vie pouvait être en danger? Oui, bien sûr, j'ai pris une position de principe parce que je suis d'historienne, j'ai appartenu au parti d'historiens sous le nom du RCD, donc avant 2011. Ce parti est né en 1920. Il a connu beaucoup d'étapes, beaucoup de congrès. Le plus important, bien sûr, c'est le congrès de 2 mars 1934. C'est un parti qui a libéré la Tunisie. C'est un parti qui a bâti l'État tunisien moderne. Donc, j'étais contre sa dissolution et j'étais contre cette position de dictature. Ceux qui prétendent être démocrates ont fait ce recours à la justice pour dissoudre ce parti. Donc, j'étais contre cette position et j'ai défendu mon parti puisque je suis avocate. Et maintenant, ce parti aujourd'hui est présent sur la scène politique sous le nom du Parti d'historiens libres. C'est une continuité du Parti d'historiens et en 2020, on va fêter le centenaire de ce parti. Donc vous revendiquez tout l'historique du parti d'historiens, donc de Thalbi 1920, de Bourguiba de 1934, l'indépendance et même sa transformation en RCD, tout l'héritage du parti. Oui, bien sûr, on revendique tout l'héritage du parti. On va fêter le centenaire, donc on est fiers des 100 années du militantisme de notre parti. On a libéré la Tunisie, on a bâti la Tunisie. Certainement, il y avait des erreurs commises, mais cela ne justifie pas la dissolution ou la disparition du discours. Donc aujourd'hui, on est présent, on est en une continuité du discours et on a une vision pour l'avenir. La dissolution du parti fait qu'aujourd'hui en Tunisie, le parti le plus ancien, officiellement, c'est Nahda. Non, parce que le Parti d'historiens libres donc revendique les 100 années du Parti d'historiens, donc on est le plus ancien parti en Tunisie. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure, très brièvement, mais d'une manière choquante, pour ceux qui ne le savent pas, le texte de l'amnistie générale.
Pouvez-vous les résumer pour les auditeurs de France Maghreb 2 en une phrase? Parce que quand on a écouté tout à l'heure dans la salle, ça fait beaucoup de soubresauts. Oui, bien sûr, parce que la loi de l'amnistie générale, le 19 février 2011, a profité aux terroristes et a profité aux comploteurs contre la sécurité nationale du pays. Donc c'est très grave. On a eu des terroristes qui sont libérés et des terroristes, après leur libération, ont commis d'autres crimes terroristes en Tunisie après 2011. Donc cette loi est une loi dangereuse auquel ils ont profité pour prendre des indemnités, pour prendre de l'argent fou de la caisse de l'État. Et il y a une partie de la crise économique que vit la Tunisie aujourd'hui est due à ces indemnisations données aux terroristes. Vous avez expliqué qu'entre l'article 1 et l'article 2, on dit clairement que cette loi va profiter à ceux qui étaient soupçonnés ou condamnés pour terrorisme. Le mot est dans le texte. Oui, bien sûr, c'est dans le texte, c'est le paragraphe 2 de l'article 1er de ce texte. Il dit, il profite à cette loi ceux qui sont accusés de terrorisme selon la loi anti-terroriste. Quand on regarde le paysage tunisien aujourd'hui, votre parti et votre personne êtes les seuls qui clairement revendiquaient l'interdiction de Nahda en partant donc du principe de la séparation de la religion et de la politique. Comment les gens reçoivent ce discours en Tunisie alors que Nahda aujourd'hui domine la société, domine la sphère politique, domine l'économie tunisienne? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les Tunisiens ne sont pas heureux par cette domination des frères musulmans sur le plan politique, économique et social. Donc ici, on est l'avocat du peuple tunisien qui ne veut pas de ces frères musulmans dans le pouvoir. Donc on est contre les partis basés sur les religions. Il faut séparer entre religion et politique pour avoir un État moderne, un État civil dans lequel tous les Tunisiens peuvent vivre sans la manipulation sur le plan religieux. On risque de vous taxer d'extrémistes, d'éradicatrices, comme on disait en Algérie, d'anti-religieuses. Non, on n'est pas extrémiste, mais on applique la loi tunisienne puisque les terroristes sont condamnés par la loi. Ceux qui manipulent le peuple tunisien en utilisant la religion sont condamnés aussi. Ce n'est pas un travail des politiciens de jouer sur la religion. Donc on est au cœur de l'état civil tunisien bâti par Feu Habib Bourguiba. Là, dans quelques mois, il y a une élection législative et une présidentielle en Tunisie. Comment voyez-vous le paysage? Est-ce que vous-même, vous êtes tenté d'aller à l'élection présidentielle ou vous travaillez plutôt sur les législatives, puisqu'aujourd'hui le pouvoir en Tunisie, d'après la Constitution de 2014, est plutôt entre les mains des parlementaires? Bien sûr, on travaille beaucoup sur les législatives pour pouvoir avoir un nombre très important au sein du prochain Parlement, pour pouvoir faire la réforme. Donc on propose une nouvelle constitution pour l'État tunisien, on propose de passer à la Troisième République, donc on doit être nombreux au sein du Parlement de 2019. En plus, pour les élections présidentielles, on aura notre mot bien sûr et notre décision qui sera annoncée au moment opportun par les structures du parti. Les auditeurs de France Maghreb 2 qui habitent dans toutes les grandes villes de France vont vous découvrir. Parmi eux, il y a beaucoup de Tunisiens qui vont voter, mais il y a aussi donc des Maghrébins, des Franco-Maghrébins. Alors quel message Madame Moussi peut envoyer à la fois à ses électeurs et à ces Français donc de culture musulmane qui se battent avec cette question d'islam politique ici et au Maghreb? Je leur dis bien sûr qu'on doit sauver notre Tunisie, on doit débarrasser la Tunisie des frères musulmans qui dominent tous les domaines et qui ont participé à la destruction du pays, la destruction de l'économie tunisienne et la dislocation sociale qu'on vit aujourd'hui. Il faut sauver la Tunisie de cet danger. Pour nos frères au Maghreb, bien sûr, on a les mêmes buts, on a le même avenir. On va collaborer pour lutter contre le terrorisme, on va collaborer pour la paix de nos pays, on va collaborer pour l'Union maghrébine. Donc ce sont des programmes stratégiques qu'on élabore avec nos frères au Maghreb. Madame Moussi, donc
quand un auditeur veut suivre votre parti, comment il fait aujourd'hui? Il y a un site, il y a Facebook. Comment on fait pour mieux vous connaître une fois qu'on a écouté cette interview? Oui, bien sûr, on a une page officielle, la page officielle de la présidente du parti, et on a une page officielle du Parti d'Historiens Libres. Donc, on PSL. a PDL, Parti d'Historiens Libres. On a un site, bien sûr, officiel, www.pdl-tunisie.com, qui contient toutes les activités et les actualités du parti. On a des pages partout dans les gouvernorats à l'intérieur de la Tunisie. Bien sûr aussi les Tunisiens vivant à l'étranger et qui sont convaincus par nos idées nous suivent aussi à travers des pages et à travers la diffusion de nos programmes et de nos communiqués et nos vidéos. Donc ils peuvent nous suivre dans les médias aussi tunisiennes, et il y a une chaîne YouTube, c'est la chaîne PDL, Parti d'Historiens Libres en arabe. Merci madame. Merci à vous. Voilà pour cette interview donc de Tarek Mami avec Abir Moussi sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous, et on file tout de suite dans le pays voisin, en Algérie, parce que c'est une véritable marée humaine aujourd'hui. Avec nous Philippe Boriachi, Gamal Abina et Farid Temsamani qui sont avec nous, et vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 pour notamment répondre à cette question. La gronde continue en Algérie, c'est la question du jour. Donc les manifestations peuvent-elles aboutir à l'abandon de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, qui, vous le savez, dans 2 jours, à 2 jours de la date butoir pour le dépôt des candidatures à la présidentielle du 18 avril, de nouvelles manifestations donc contre un 5e mandat du président sortant Abdelaziz Bouteflika sont en ce moment même ont lieu dans tout le pays, de Alger, Oran, toutes les grandes villes, mais également les petits villages. Des rassemblements plus ou moins importants ont lieu tous les jours ou presque depuis une semaine. Et il y a une semaine d'ailleurs, notamment vendredi dernier, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les rues d'Alger, de plusieurs villes du pays, comme c'est souvent le cas depuis d'ailleurs quelques années. Le mouvement est né spontanément sur les réseaux sociaux, je le disais, mais il est désormais soutenu par la quasi-totalité des figures de l'opposition, à l'image eh bien l'une des principales personnalités de l'opposition algérienne, mon cher Gamal, l'ancien Premier ministre Ali Benflis, qui s'est rendu sur la place Odin au centre-ville d'Alger ce matin. Ali Benflis, on saura d'ailleurs le 3 mars, c'est-à-dire dimanche, s'il sera candidat ou non à la présidentielle du 18 avril. Le peuple algérien dira non à l'humiliation, a-t-il déclaré à la presse, non aux intimidations, non à la répression, oui à la souveraineté du peuple et non au 5e mandat. Ces propos sont rapportés par nos confrères de Jeune Afrique, Gamal, ce matin. Ali Benflis. Le problème de Benflis, c'est qu'effectivement, c'est bien, c'est un beau discours, mais ça reste un homme du sérail, opposant malheureux à l'élection précédente. Je crois que c'est il me semble que c'était 2008, si je me trompe pas. C'était l'homme de Madboutef qui lui a fait défaut. Après, il est parti, il était en rupture. Et c'est pas forcément le meilleur exemple qu'on ait en termes d'opposition, à mon sens. Oui, alors il n'y a pas que lui, évidemment, il y en a d'autres qui sont sortis dans les rues. En tout cas, des mots qui ont été prononcés ce matin, je le disais, à quelques heures de ces débuts de manifestation, de mobilisation périodique qui durent maintenant une semaine, d'abord spontané sur les réseaux sociaux, je le disais tout à l'heure, et désormais rallié par la quasi-totalité des partis de l'opposition. Sont également mobilisés les étudiants ou encore les journalistes. Hier, une dizaine d'entre eux ont été arrêtés et détenus pendant plusieurs heures pour avoir participé à un rassemblement contre la censure. De jour en jour, la contestation n'a pas arrêté de prendre de l'ampleur. Pour l'instant, le pouvoir algérien ne fléchit pas. Le Premier ministre a récemment confirmé qu'Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, 20 ans, déposerait bien sa candidature dimanche, date limite pour le faire. Farid Temsamani, est-ce que aujourd'hui on peut espérer peut-être, en tout cas c'est ce que demande la rue, à ce que Bouteflika renonce? Je pense que non seulement le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, va renoncer, mais que probablement l'élection présidentielle sera repoussée en Algérie. Parce que le soulèvement de ces derniers jours à Alger, mais également dans d'autres villes du pays, sont quelque chose d'assez exceptionnel, tellement exceptionnel que, en toute objectivité, personne n'avait pu voir venir autant de monde dans la rue, autant de
corps intermédiaires et de population sortir pour dénoncer ce 5e mandat qui, entre nous, est une caricature et que le pays, un grand pays tel que l'Algérie, mérite tellement plus. Donc je ne pense pas que le président Abdelaziz Bouteflika, il peut présenter sa candidature, mais la réalité c'est que le pouvoir aujourd'hui, enfin les pouvoirs, parce qu'en réalité il n'existe pas de pouvoir à Alger, mais plusieurs types de pouvoirs en Algérie, sont en train de réfléchir à comment sauver la face et comment présenter peut-être un nouveau candidat qui soit peut-être plus présentable. La difficulté, c'est que plus nous attendons, plus la colère sera violente, et jusqu'à présent, les manifestations ont été d'un calme pacifique, effectivement, qu'il faut absolument retenir, mais n'oublions pas l'épisode de 2009 où, si je ne dis pas de bêtises, sous le contrôle de Gamal, il y a eu une centaine de morts, si je dis pas de bêtises, lors des émeutes de 2009 où le pouvoir avait tiré sur la population. Ça n'est pas le cas et il faut s'en féliciter. Mais je crois qu'un grand pays comme l'Algérie mérite beaucoup mieux. En tout cas, les commentaires fleurissent sur la question du jour aujourd'hui, notamment sur Facebook, France Maghreb 2. Obligatoirement, on nous dit. Et puis tiens, quelqu'un de visiblement bien informé, Asdine, qui nous dit la Mamra, ancien ministre des Affaires étrangères, devrait remplacer Bouteflika. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Le plan B. C'est un plan B absolument, parce que c'est le plus crédible. D'abord parce qu'il est excellent dans le rôle qu'il a tenu en tant que ministre des Affaires étrangères. Ensuite parce qu'il a été mis en réserve, non pas en réserve officielle au départ, parce qu'il s'attendait pas à cette vague extraordinaire. Rappelons quand même que le 22, il y a eu pratiquement 1 million de personnes dans toutes les rues d'Algérie, ce qui n'est pas rien. Et surtout, c'est un homme qui n'a pas trempé réellement dans les affaires intérieures. Là, il est actuellement, il est à la réunion de l'UA, l'Union africaine. Mais je pense qu'effectivement, c'est le plan B, c'est la possibilité de garder une certaine face par rapport à ce système de gouvernance algérien, et surtout de donner le sentiment au peuple algérien qui, rappelons-le tout de même, n'est pas en train de haïr Bouteflika. Il regrette qu'on maintienne un homme qui n'est plus en mesure d'exercer le pouvoir dans des fonctions qu'il ne pourra pas exercer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on note, tout à l'heure, j'ai vu beaucoup d'images de différentes villes d'Algérie. C'est impressionnant. C'est vraiment, c'est des marées humaines. Ouais. Et effectivement, tous les corps sont représentés. Et surtout, l'image la plus forte que j'ai vue là-bas, qui m'a vraiment fait chaud au cœur pour le coup. Il y a plusieurs personnes qui sont descendues là-bas. Bon, il y a les gens marrants type Rachid Nekaz. Et puis, il y a surtout Jamil Abouheled, qui était là-bas. Ça a un sens. En termes historiques, c'est quand même un personnage qui compte en Algérie. Une résistante. Une résistante de la première heure. Combien résistante, l'ex-femme de Jacques Vergès. Ensuite, il y a surtout, qui est arrivé dans les rues d'Alger. Et tout s'est passé à Alger pour le coup. On a vu la présence d'Isaac Rebrad, le président de Cevital. Oui. Et qui lui a des comptes à régler, on le sait, par rapport aux difficultés qu'on lui a mis sur son installation d'entreprise en Algérie. Bien sûr. Et puis pour finir surtout, c'est que, et c'est là il faut le rappeler, c'est qu'en Algérie, les gens ne savent pas que tous les ans, depuis 20 ans, il y a des manifestations qui dégénèrent, après des matchs de foot par exemple. Il y a une petite révolte un peu partout, mais il n'y a pas de contagion. Alors que là, étrangement, alors que les Algériens sont tous très connectés, c'est pas d'hier. Là, il y a une manifestation massive de la population sur le même son de cloche. Non au 5e mandat. Ils ne parlent pas de questions sociales, ils ne parlent pas de questions de système, ils disent pas qu'on remet en question le FLN, ils disent non au 5e mandat. C'est-à-dire que vraiment, c'est le caractère humiliant d'un homme affaibli qu'on montre à l'image du monde dans un pays aussi grand que l'Algérie, quand même première puissance en termes de militaire, on le sait, premier territoire d'Afrique depuis que le Soudan a été divisé en deux, un pays qui compte dans l'histoire de l'émancipation de l'Afrique, et ce pays montre une image tellement déplorable d'un homme affaibli qui donne le sentiment que le pays est malade aussi, que les gens en ont marre. Cette gérontocratie qui dirige le pays est en rupture avec la population, et ils n'ont pas vu, effectivement, tu avais raison tout à l'heure de le dire, Farid, ils n'ont pas vu venir le coup. C'est un véritable choc de la part de l'élite dirigeante algérienne. En tout cas, les commentaires de Aziz qui nous dit, il n'y a aucun doute, le peuple est déterminé, le problème, ils vont essayer de mettre quelqu'un de leur clan. Bon, ça, sans nul doute. Évident, et puis Sifax qui nous dit, vous avez déjà vu un arabe lâcher le pouvoir? Voilà, ça c'est la question. Le petit commentaire. Bah oui, on l'a déjà vu. C'est sympa. Si on l'a vu, ça s'appelle Yamil Zeroual, il a lâché le pouvoir. Il y en a qui ont été, oui, après il y en a qui ont été contraints aussi, de lâcher le pouvoir. Mais Yamil Zeroual est parti. Yamil Zeroual est parti, et d'ailleurs, il est descendu, descendu dans la rue, il a été accueilli véritablement comme un héros. Absolument. On se souvient d'ailleurs d'il y a quelques années, des images où on lui demandait de revenir, etc. Donc, il refusait. Il refusait évidemment catégoriquement. Alors ces images, Philippe, je sais pas si tu les as vues, des policiers, je parle bien des policiers, qui sont dans les
manifestations. Ils manifestent avec le peuple, la police aujourd'hui. Écoute, ces images, je les ai pas vues. Ce que je peux retenir, alors moi, je suis un petit peu moins calé que Gamal. D'ailleurs, je suis très impressionné par le savoir. Non, c'est vrai, ça, je l'avais dit déjà la dernière fois en off, et je voulais le dire, en profiter et le dire à l'antenne. Il a une culture et un savoir et une connaissance de cette histoire. Et la brosse, c'est pas encore l'heure. Hein. Beaucoup. Ça brille. Non mais elle est là. Non, blague à part. Non, mais là, écoute, je crois qu'il faut remercier cette jeunesse. Cette force de cette jeunesse, là on parle de plusieurs millions de personnes dans la rue. C'est un signe de démocratie réelle. Je suis très fier de savoir que les policiers sont avec la population. D'ailleurs, c'est le rôle de la police d'être la première garante et protectrice de la population et du peuple. Je veux pas être langue de bois. Tu sais que je suis pas hyper calé là-dessus, mais je suis fier qu'elle soit dehors, qu'elle s'empare de son destin. Il n'y aura qu'un seul héros, le peuple et la jeunesse. Exactement. En tout cas, vous pouvez évidemment nous appeler pour nous donner votre avis. Est-ce que finalement, après cette gronde nationale en Algérie, Abdelaziz Bouteflika va abandonner, va abdiquer. En tout cas, cette crise algérienne inquiète, cette situation qui est suivie de près par la France. Hier, en visite en Afrique du Sud, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rappelé sa vigilance quant au processus électoral en cours. Écoutez le ministre des Affaires étrangères français. Sur l'Algérie, il faut que le processus électoral soit un processus électoral clair, qui permette à la population algérienne de s'exprimer comme elle souhaite le faire, dans la plus grande liberté. Et la France est vigilante. Elle estime que la souveraineté algérienne passe par un processus électoral et que ce sont aux Algériens de définir eux-mêmes leur avenir. Voilà, ce sont les mots, j'allais dire, très politiques de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Quand on sait en plus que Macron a fait venir en toute discrétion l'ambassadeur de France en Algérie pour s'emparer donc de ce sujet important. La France qui est inquiète, elle a raison d'être inquiète. Pour qui est la question? Gamal? Pour ma part, oui, elle peut être inquiète parce que d'abord il y a des rapports de force qui s'exercent en Algérie. Il y a d'un côté pour faire simple, parce qu'il y a beaucoup de rapports de force en Algérie, mais en gros il y a le clan un petit peu influencé par le monde anglo-saxon, très pro-américain qu'on connaît. Je vais pas donner les noms parce que ça se vérifiera plus tard. Et il y a le clan influencé par le rayonnement de la France, on dira l'influence de la France. Et ces deux clans s'opposent aujourd'hui. Et l'inquiétude de la France, c'est quoi? C'est que si effectivement il y a une rupture entre le peuple et l'élite dirigeante, et j'espère que ça n'arrivera pas, mais qu'il y a des morts et qu'il y a des manifestations dégénèrent, à ce moment-là, il y aura sans doute peut-être une vague d'immigration comme jamais la France n'en a connu. Farid, sur la situation de la France, enfin de la France qui est inquiète, est-ce qu'elle a raison? Et pour ses intérêts? Pas que pour ça. Ça a été la hantise de Nicolas Sarkozy, leur président de la République. Ça a été la hantise de François Hollande, président de la République. Et pour Sarkozy, j'emploierais pas le terme de hantise, j'emploierais presque le terme d'envie. Parce qu'il avait dit, il avait dit en off, après la Syrie, ce retour d'Algérie. Ah oui. Alors, je suis pas certain qu'il ait dit ça, mais c'est pas grave. En tout cas, c'était la hantise de tous les... Ça a été rapporté par des journalistes sérieux. Oui, c'est possible. Sarkozy est capable. Bah oui. Pour l'avoir connu, je peux te garantir que c'est pas ça du tout, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est la hantise pour l'État français en règle générale. Pourquoi? Parce que la France est la première destination des Algériens hors Algérie. Et c'est la hantise, pas que pour la France, c'est la hantise pour les voisins, que ce soit le Maroc, que ce soit la Tunisie, mais également le Mali, on l'oublie très souvent. Pourquoi? Parce que l'Algérie, jusqu'à présent, est un pays stable, est un pays qui a un aura dans toute la région. Et la difficulté pour la France, c'est quoi? C'est que vous avez une double difficulté. Vous avez une difficulté qui est sa diaspora, puisque la première destination de la diaspora algérienne, ça reste la France, il ne faut pas l'oublier. Mais surtout, vous avez la possibilité, et en fait, vous avez des prospectives. Donc vous avez un certain nombre de cercles de réflexion, mais également les services français dans leur ensemble qui font de la prospective, et qu'ils savent pertinemment qu'en cas de difficulté, parce que ce qui était vérifié, notamment lors de la décennie noire, malheureusement, c'est que lorsque vous avez la possibilité, lorsque vous avez des troubles assez lourds et qu'une partie de la population souhaite quitter le pays, vous retrouvez ces propres personnes finalement sur le territoire français. Et je pense que l'État français, en fait, a peur,
tout simplement de voir déverser, c'est un certain nombre de théories de certaines personnes, des services algériens d'abord, puisque c'est aussi ça émane de la collaboration des services militaires et de la sécurité militaire avec les services français. Donc c'est quelque chose de, pour moi, tout à fait naturel lorsqu'on est responsable d'un pays aussi voisin et surtout aussi impliqué historiquement que la France avec l'Algérie. Donc moi pour moi ça me paraît logique. Gamal a expliqué notamment que l'ambassadeur français a fait l'aller-retour mercredi dernier, si je dis pas de bêtises. Oui, pardon, Christophe qui disait. C'est pas grave, t'inquiète pas. Hein, tu disais qu'il avait fait l'aller-retour, je crois que c'était mercredi dernier. Oui, il a fait l'aller-retour vraiment rapidement. Oui. Voilà, ça veut dire qu'en réalité ils auraient pu se parler au téléphone. Non, parce que on sait pertinemment que même malgré les canaux diplomatiques, en réalité, il y a des choses en fait qui ne peuvent se dire que physiquement. Et en clair, que ce soit le pouvoir algérien ou que ce soit le pouvoir français, en tout cas le pouvoir français essaye de voir la conséquence de ces manifestations et est-ce qu'il va en tirer, est-ce qu'il va sortir de là des nouvelles têtes, tout simplement. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de Benfis, mais on peut parler de d'autres. On connaît les acteurs qui sont aujourd'hui présents, que ce soit dans l'opposition ou dans le système, dans le sérail, mais ce que les forces, en tout cas les pays, soit les pays étrangers, mais également les forces militaires algériennes, ce qu'elles redoutent absolument, c'est de voir émerger une ou plusieurs personnes qu'elle n'a absolument pas vu venir. Je pense que ça, c'est la hantise de beaucoup de monde. Il y a d'autres raisons. Oui. Je peux en parler? Attends, on va juste accueillir Mohamed qui nous appelle de Lyon. On va quand même l'accueillir. Salut Mohamed. Salut Christophe. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Au fait, moi, autant que j'ai la double nationalité, je suis algérien. J'ai été il y a quelques semaines. J'ai passé une semaine après beaucoup d'années d'absence. J'étais pas retourné depuis pas mal d'années. Et j'ai constaté qu'au fait, il y avait absolument aucun changement depuis mon enfance. Donc j'ai la trentaine passée au fait, et je suis content de ce qui se passe. Je vais pas vous mentir, ce matin, je me suis réveillé avec toute ma famille, j'ai appelé un petit peu ma famille là-bas. J'ai 2 de mes frères qui travaillent là-bas, et j'étais très inquiet de comment ça allait se passer. Pour l'instant, j'essaie de vous suivre, je suis connecté un peu partout, sur Twitter, etc. Et ça a l'air de bien se passer. Et pour finir, juste par rapport à ce qu'il a dit, Le Drian, là, qu'il a fait le tour du Moyen-Orient il y a quelques années pour aller faire le business de la France, c'est toujours marrant et rigolo, comme tu disais, Christophe, sachant qu'il disait il y a quelques années, lui, tous ses copains, Sarkozy, que la suivante serait l'Algérie. Et pour finir, je voulais juste dire le Yahya, notre Premier ministre en Algérie, qui disait, j'ai écouté l'interview aussi de Kamel Daoud ce matin, qui était très bien d'ailleurs, qui disait que c'était soit le scénario syrien ou alors nous. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu, les gens n'ont plus peur. Ouais, c'est super maladroit d'ailleurs comme propos. Mais j'invite les gens à écouter Kamel Daoud ce matin. Ce qu'il a dit, moi, je suis pas très Kamel Daoud, mais ce qu'il a dit, c'était réel et c'était très approprié par rapport à ce qui se passe. Tout ça pour dire, j'espère que ça va bien se passer. Et pour l'instant, ça se passe bien. Une question parce que t'as l'air d'être un peu calé. En espérant avoir Sofiane, j'espère qu'on va écouter Sofiane. Non, Sofiane, il est en pleine manifestation à Oran pour trahir aucun secret. Je suis oranais. Je le suis aussi, d'accord. Gamal, j'aimerais te poser la question. Sincèrement, dimanche, si Bouteflika passe en force, quoi qu'il arrive, parce qu'ils vont pas lâcher le morceau, on le sait très bien, ou alors, comme vous l'avez dit, et très bien dit, ils mettront quelqu'un de leur camp. Est-ce que les gens vont lâcher l'affaire malgré qu'ils vont mettre quelqu'un de leur camp? Est-ce que est-ce que ça va satisfaire les gens? Est-ce que ça va se calmer? Est-ce que on va se satisfaire de ce qu'ils vont nous servir comme ça? Merci Mohamed pour ta question et Gamal répondra juste après la pub. Comme ça, il a le temps de se concentrer et de bien réfléchir à sa réponse, bien entendu. Alors, je tente de joindre en vain Khaled Draouni qui est journaliste indépendant là-bas. J'arrive pas à le joindre parce qu'il est en pleine manif et que vous savez que le réseau est un peu détérioré là aujourd'hui. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont encore pas vu les images, c'est une véritable marée humaine bien plus importante que vendredi dernier, qui était déjà bien impressionnante, que l'on observe dans toutes les villes d'Algérie, à Alger, Oran, Mostaganem, Tizi Ouzou, Béjaïa. Il y a énormément de monde à Béjaïa, et dans tous les petits villages aussi. On me signale des petits rassemblements importants dans tous les villages. Voilà, donc ça se passe très bien pour l'instant, il y a pas eu de soucis, et tant mieux d'ailleurs et que ça dure. La question de Mohamed, on y répond dans un instant avec l'avis de Philippe Bourayechi, de Gamal Abina et de Monsieur Farid Temsamani. À tout de suite.
Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Philippe Bouriachi, avec Gamal Abina et avec Farid Temsamani. Je vous propose de prendre la direction tout de suite d'Alger, puisque nous sommes en direct avec Khaled Draouni. Bonsoir Khaled. Khaled, une fois, deux fois. Bon, on est... Ah bah écoutez, ça a coupé donc décidément. On va tenter de le rejoindre donc dans un instant, Khaled Draouni qui est en direct d'Alger pour ces manifestations. Alors Gamal, la question t'a été posée il y a quelques instants par Mohamed. Si toutefois Abdelaziz Bouteflika dépose sa candidature au-delà du 3 mars, que va-t-il se passer en clair? Alors il n'y a aucun doute, il va la déposer. En revanche, les manifestations ne s'arrêteront pas, surtout si ça se passe bien aujourd'hui. Mais il y a une chose très importante à souligner, parce que les gens l'ont oublié, c'est que pendant le baccalauréat, il y a, je crois l'année dernière ou l'année d'avant, les autorités algériennes ont coupé l'Internet. Donc ils pouvaient parfaitement à nouveau couper l'Internet pour empêcher ce mouvement de manifestation de s'organiser. Ils ne l'ont pas fait. Ça signifie qu'il y a des sphères dans le pouvoir qui autorisent la manifestation et qui donnent des directives à la police pour que ça se passe bien. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une alternance qui est en train de se produire, sans doute, j'espère dans le calme, mais il n'y a aucune chance que les manifestants s'arrêtent parce qu'ils ont pris, d'abord c'est des jeunes, et ils ont pris une confiance extraordinaire depuis 8 jours. Farid, peut-être un petit mot là-dessus? Moi, je rejoins ce que vient de dire Gamal. Je pense qu'effectivement, ça sera déposé parce qu'il faudra gagner un peu de temps. Je pense que le pouvoir, en fait, c'est pas je pense, c'est que d'après ce que je sais plutôt, est déjà en train de réfléchir à plusieurs pistes, on va dire. La difficulté, c'est que plus nous attendons, et plus en fait, alors je vais faire un comparatif qui n'a strictement rien à voir, et je m'excuse par avance. C'est comme l'histoire des gilets jaunes. C'est pareil. C'est que plus vous attendez, plus en fait les revendications vont évoluer, vont s'amplifier. Là, en l'occurrence, les gens le disent stop au 5e mandat, mais en réalité, plus le pouvoir va attendre et plus la population, à mon avis, la population algérienne va réclamer non pas la fin de cette hypothèse du 5e mandat, mais tout simplement peut-être même la fin du système. Et le système, il est né de l'indépendance, il est né de ce qu'on appelle le FLN, et il est né d'un système, on va dire, un partage de pouvoir, entre le palais présidentiel et ses hommes, la sécurité militaire et l'armée d'un autre côté. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, et je pense que la jeunesse algérienne, parce qu'il faut pas oublier, c'est que je connais plus le pourcentage exact, mais une bonne partie de la population algérienne est quand même à moins de 30 ans, pour pas dire moins de 20 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà, merci. Et c'est énorme. C'est énorme. Des gens qui ont connu quasiment que Bouteflika, quoi. C'est surtout des gens qui n'ont pas connu ni l'indépendance, ni la décennie noire. Et ce sont des gens qui aspirent qu'à une seule chose, à être épanouis et à vivre dignement, parce que, je le répète, c'est un pays qui est magnifique, qui a une histoire également forte, et qui a surtout des richesses qui extraordinaires. Et je pense que c'est un pays qui mérite encore une fois beaucoup mieux. 01 40 33 9000 en tout cas pour répondre à notre question après cette gronde en Algérie qui persiste aujourd'hui en ce vendredi, et tous sont unanimes, les slogans c'est non au 5e mandat. J'ai vu des images tout à l'heure d'ailleurs sur Twitter, mais le tweet a été supprimé, c'est dommage, de Rachid Nekaz qui saute de son balcon pour rejoindre la foule alors qu'il est assigné à résidence. Enfin bon, voilà, du grand cinéma à la Rachid Nekaz comme d'habitude. Un acteur. Philippe Bouriachi, ce qui se passe aujourd'hui quand même en Algérie, c'est un peu inédit là dans le pays. C'est bien plus qu'inédit, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Farid. Les mots d'ordre qui sont donnés par cette foule, qui n'est pas, en tout cas de notre point de vue ici, instrumentalisée par un parti ou autre, ne sont pas la fin d'un système ou la fin d'un pouvoir. C'est juste de dire stop, on veut plus être la risée du monde, parce qu'aux dernières nouvelles, je crois que le président Bouteflika est toujours en Suisse. On n'a pas de nouvelles supplémentaires qui pourraient nous permettre telle ou telle hypothèse. D'ailleurs, je crois que le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles, on pourrait même s'en inquiéter. Absolument. Et voilà, cette jeunesse, cette force de cette jeunesse dit la chose suivante: pas de 5e mandat. Et je crois que priorité au direct. Alors, messieurs, je vous propose, a priori, ça devrait cette fois-ci marcher, repartir du côté d'Alger avec Khaled Draouni. Bonsoir Khaled. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Donc vous couvrez évidemment ces manifestations, vous êtes journaliste indépendant. Première question, est-ce qu'on comparé à la semaine dernière, à vendredi dernier, est-ce que finalement il y a beaucoup plus de monde dans les rues comme on pouvait le prétendre? Difficile à dire. On se rend compte qu'il y a presque autant de monde que la fois dernière. Les foules sont un peu plus étoffées, mais
qu'il faut savoir, c'est que la police et la gendarmerie a procédé à des blocages partout sur les autoroutes et les artères qui mènent vers Alger, y compris ici au centre-ville, des grandes rues comme ou le boulevard Mohamed V, le boulevard Amir Rouge a été bloqué provisoirement, évidemment, par les policiers qui n'ont pas réussi à empêcher la marine humaine de rejoindre la place du palais du peuple. Ils ont été sur place plusieurs dizaines de milliers. C'est là, d'ailleurs, où des heurts ont éclaté entre policiers anti-émeutes et manifestants. D'accord, donc des heurts, et pourtant ces images que l'on a vues sur Twitter à Alger, mais surtout à Oran tout à l'heure, où des policiers manifestaient avec la population. Absolument, vous savez, cette manifestation, elle rassemble tous les Algériens, pas comme celle de la semaine écoulée, où c'était des rassemblements d'étudiants, d'avocats, ou encore de fonctionnaires et de journalistes. Aujourd'hui, c'est un rassemblement national qui a dépassé les appartenances politiques, économiques et sociales, et c'est la force relative de ce rassemblement. La liaison est pas très bonne. Au moment où je vous parle, je suis au centre-ville d'Alger, et il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui sont encore rassemblées place Maurice Audin, à la jonction entre le boulevard Mohamed V et la rue de Mourad. Ils sont plusieurs dizaines de milliers. Il y a des cordons de sécurité, mais qui n'arrivent pas encore à les contenir. Il y a une autre foule qui est plus haut du centre-ville qui, elle, avance ou tente d'avancer vers la présidence de la République. Très bien. Est-ce que les slogans ont évolué, ont changé, ou alors c'est toujours les mêmes? Non au 5e mandat. Aucun changement dans les slogans, c'est le même mot d'ordre que celui de vendredi dernier. Non au 5e mandat, on ne veut ni Bouteflika ni Saïd. Les slogans oscillent aussi au Premier ministre Ahmed Yahya. Un autre slogan aussi, nous sommes une république et pas un royaume. C'est un slogan qui résonne en permanence. Et ces slogans ont commencé, c'est incroyable parce que les Algériens que j'ai rencontrés, les Algériens ont commencé à chanter ces slogans quelques secondes seulement après la fin de la prière. La prière est terminée et ils ont tout de suite commencé à chanter leurs slogans et à descendre vers la place de la Grande Poste d'Alger. Et les ressentis de la population que vous avez pu rencontrer, Khaled Raouni, est-ce qu'ils sont convaincus, persuadés que il va renoncer? C'est la grande question. Le pouvoir en Algérie ne renonce pas facilement. Il ne renonce presque jamais. Il attend et il tâte la rue. Je pense que la démonstration de force d'aujourd'hui était importante. Au rythme où vont les choses, certains hommes politiques prévoient une cadence beaucoup plus fréquente des rassemblements. Moi, je ne pense pas que les Algériens vont attendre une fois par semaine parce que c'était le dernier vendredi avant des dates importantes. Après-demain, dimanche, les candidats déposaient leur dossier au Conseil constitutionnel et parmi eux, le président sortant Abdelhamid Bouteflika. D'ailleurs, au passage, il y a des rassemblements qui appellent les Algériens à se rassembler devant le Conseil constitutionnel pour empêcher le candidat Abdelhamid Bouteflika de déposer son dossier. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des éléments un peu plus précis concernant cette grève générale qui pourrait débuter à partir de dimanche? Oui, rien de sûr sur ce sujet, rien de précis, rien de sûr. Aujourd'hui, les gens étaient focalisés sur la manifestation, sur le rassemblement, la marche de vendredi, celle d'aujourd'hui donc. Donc je pense que c'est à partir de ce soir et demain que les choses vont commencer probablement à se préparer. On parle d'un samedi mort, donc demain, ça veut dire les gens ne doivent pas sortir de chez eux, magasins fermés. Il y a des rumeurs d'une grève générale. Il y a aussi un appel qui a été lancé par des journalistes à leurs confrères pour boycotter toutes les activités du candidat Bouteflika et de son staff électoral. Ce sont pour l'instant des idées qui sont au stade de projet. Je pense que ça commencera probablement à se concrétiser à partir de demain samedi. Khaled, dernière question, justement en lien à ce que vous disiez il y a quelques instants. Les journalistes hier qui ont manifesté, 10 d'entre vous ont été arrêtés, dont notre consoeur Laïla Berato qui a été retenue très longtemps. Vous y avez échappé de peu. Quelle est l'ambiance au sein des journalistes? Oui, c'était la stupeur hier. C'était la stupeur parce que c'était un rassemblement pacifique. C'était pas une marche, une manifestation. C'était un rassemblement dans une place qui s'appelle la place de la liberté de la presse à Alger Centre. Et ce rassemblement place de la liberté de la presse a été empêché par les policiers quelques minutes après son début. Ils ont commencé à disperser. Ils ont procédé à des arrestations brutales. Comme vous venez de dire, plus d'une dizaine de journalistes ont été arrêtés. Certains ont été relâchés tard dans la soirée dans des commissariats qui se trouvent à une trentaine de kilomètres du centre-ville d'Alger. C'était la stupeur hier et la colère des journalistes qui ont reproché aux policiers de vouloir les disperser. Certains leur ont dit, mais demain vous ne pourrez disperser personne parce que demain, en parlant d'aujourd'hui, eh bien, il serait des dizaines de milliers.
Merci Khaled Raouni en tout cas de nous avoir fait partager cette ambiance que nous aussi on arrive à percevoir au travers des réseaux sociaux et grâce à vous aussi parce que vous êtes très actifs sur Twitter avec des vidéos, des photos. Merci beaucoup Khaled. Merci à vous. À très bientôt et bonne manifestation Khaled. Merci beaucoup. Voilà pour un petit tour du côté d'Alger. Vous l'avez vu, l'ambiance est là. Et la foule est descendue donc très nombreuse comme on a pu le dire. Alors il nous dit que finalement ce serait presque équivalent à la semaine dernière. Il parle pas d'une foule supplémentaire Khaled Raouni si j'ai bien compris messieurs. Mais c'est difficile à juger quand même parce que comme ça, il est sur un point évidemment, ça donne pas une vue d'ensemble. Ce qui est intéressant, ce que tu disais tout à l'heure est très intéressant par rapport aux gilets jaunes parce que j'aime bien voir les choses en miroir. Je pense que les Algériens ont dû voir ce qui se passe en France avec les gilets jaunes. Tu crois que ça les a inspirés ? Un petit peu quelque part, même si la réaction est spontanée, parce qu'ils voient bien que les gilets jaunes une fois par semaine, donc samedi en Algérie, vendredi c'est un jour férié évidemment et un jour chômé j'allais dire et surtout ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que on ne le souligne pas assez. C'est la première fois qu'en Algérie, alors qu'on lui prenait un peu pour des sauvages, on est toujours le côté troublion, énervé et tout, c'est la première fois qu'il y a une manifestation massive d'une population qui est totalement disciplinée. C'est impressionnant. Pas de bris de glace, pas de voitures brûlées, pas d'échauffourées ou très peu, sauf lorsqu'ils tentent d'aller, comme ce qu'on a vu aujourd'hui, j'ai vu les images, ils allaient vers le palais de la présidence, ils ont essayé d'aller vers l'Assemblée. Là, les forces de l'ordre sont intervenues, ils ont bloqué. Ouais. Mais ils sont quand même débordés. Il n'y a pas de réaction violente. Il y a quelques arrestations et quelques heures, nous disait Khaled Raouni il y a quelques instants. Parce qu'ils allaient sur les centres de pouvoir, c'est tout. Oui, bien sûr, évidemment, un petit peu comme ici d'ailleurs. Absolument. Mais ça se passe mieux. Et ça se passe mieux, oui. Absolument. Avec une foule beaucoup plus importante. Largement. C'est pas 200 000 personnes. Ah oui, non. Oui. Farid. Oui, et je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, un peu, alors toute proportion gardée, parce qu'en fait, ça n'est pas du tout comparable. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement des Gilets jaunes était spontané puisqu'il n'était organisé ni par un syndicat ni par un parti politique. Oui. Et là également, vous avez de la population algérienne qui est sortie d'un seul homme. Et ce ne sont ni des appels de partis politiques d'opposition, ni de syndicats qui ont poussé tous ces gens-là. Et c'est quasiment un devoir, je pense, pour les Algériens. Pour revenir à la question, Christophe, à ta question, pour savoir est-ce qu'il y a autant de monde ou si ce n'est plus que la semaine dernière. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de villes, à mon avis. Alors, on le verra ce soir, on fera le récapitulatif peut-être ce soir, mais à mon avis, il y a beaucoup plus de villes qui se sont mobilisées aujourd'hui dans l'ensemble du pays qu'est l'Algérie. Mais on dit quand même souvent que Alger est quand même c'est un repère quand même. Par rapport à la question qu'on pose d'ailleurs, est-ce que selon vous, il va abandonner Abdelaziz Bouteflika ? Vous êtes 70% à le penser sur Twitter, le grand forum FM2, sur Facebook, vous êtes 78% à le penser. Donc beaucoup, en tout cas, ont cet espoir. En tout cas, quand je dis espoir, c'est parce que c'est une demande du peuple, donc soyons précis. Daoud est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Daoud. Oui, bonjour Christophe. Bonsoir Daoud. Alors on vous écoute. Bonsoir à tes invités. Bonsoir. Bonsoir Daoud. Oui, moi je pense que la question que s'il doit abandonner ou pas Bouteflika, je pense qu'elle se pose même plus cette question. Je pense que c'est une évidence. Par contre, tout d'abord, je vois sur le terrain, des consignes ont été données, on voit la police sereine et professionnelle, mais débordée, et un calme par rapport à la police française incomparable. C'est clair, ça c'est clair. Ouais. Et en plus, ensuite, je parle à tous les manifestations algériens, tombez surtout pas dans le piège du printemps arabe. Même si la politique du gouvernement est regrettable, n'oubliez pas la Libye, la Syrie, la Tunisie. C'est très important parce que là on parle avec l'émotion. Peut-être que le changement va être plus, on va dire, va être plus mauvais que l'état qui est ce pays en ce moment. Et enfin, je m'adresse à Gamal parce que il y a une question précise parce que je suis souvent cette émission, comme tu sais Christophe. C'est bien. Il parle souvent de Soral en mauvais parce que dans ses propos, déjà 2 émissions, je crois qu'il a fait. On t'observe, Gamal. T'as vu, t'es scruté de près, mon vieux. C'est bien. Et je pense cordialement, je pose cette question, es-tu victime du syndrome de Stockholm, par hasard? Syndrome de Stockholm. D'abord, je commence par le début. Commence à clasher. Je suis victime de rien du tout, j'ai jamais été victime de quoi que ce soit, bien au contraire. Fils de résistant, petit-fils de résistant, on est plutôt victorieux dans la victoire. Et concernant Soral, je t'invite sincèrement et cordialement, fraternellement, même à lire son livre, l'ABCDR de la bêtise ambiante. Tu verras la haine totale qu'il a contre nous les Algériens, la haine totale qu'il a pour l'Algérie indépendante. Il dit qu'il faudrait que la France coloniale y retourne parce qu'il trouve que c'est un pays qui ne fonctionne pas. Tu verras le mépris qu'il a de l'islam et tu verras le mépris qu'il a de nos parents, puisque c'est de nos parents dont il s'agit. Et là, on parlera pas de Stockholm. On se contentera de dire que ce manipulateur raciste et colonialiste ne mérite aucun égard. Voilà mon Daoud. Réponse, question précise, réponse précise.
Mais je pense qu'un raciste ne serait pas parti en Algérie. En douce. Il n'avait pas l'autorisation d'y aller, il a été en douce. Non, il a intervenu dans une radio. Moi, je suis pas. Non, il a intervenu de France, pas d'Algérie. Non, mais je suis pas pour ou contre lui, mais moi, je pense que, parce que parlons de quand t'es intervenu pour ses propos, c'était contre le CRIF. Moi, je pense qu'il est à l'avant-garde, comme disait un certain Manuel Valls, contre la guerre contre le CRIF. Il est à l'avant-garde. J'ai pas compris. Il est à l'avant-garde pour la guerre contre le CRIF. C'est ça que tu nous dis, Daoud? Voilà, contre le combat contre le CRIF. Non, il est pas contre le CRIF, il est contre les Juifs. C'est beaucoup plus simple, lui c'est racial. Ouais. Si c'était que le CRIF, on serait d'accord. C'était propos. Non, c'est pas les propos, c'est un fait, faut le lire. Mais si vous écoutez les vidéos, il a l'air sympatoche. Mais quand on lit son bouquin, on comprend qu'il a une haine totale de tout ce qui est maghrébin et juif. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, il n'attaque que les juifs maghrébins. Il attaque BHL et tout ce qui nous ressemble, il déteste. Le juif européen, bizarrement, il laisse un peu tranquille. Il faut savoir que ce grand Alain Soral a pour très bon pote Goldaden, qui lui est un juif européen. Posez-vous les bonnes questions. Merci Daoud. Bon voilà, t'as interpellé en tout cas Gamal, t'as pu échanger avec lui tranquillement. Ça clash dans le jet. Faut faire gaffe à ce que vous dites les gars, vous êtes scrutés de très près, faut le savoir quand même. On assume tout. Les gens observent, écoutent, analysent et sont prêts à vous ressortir vos propos. Faites gaffe les gars. Bon, en tout cas c'est bien et vous êtes vaillants et c'est tant mieux. 01 40 33 9000. Messieurs, on va évidemment maintenant passer au zapping parce qu'il faut qu'on avance et puis on va laisser une grande partie de cette émission dans quelques minutes au grand débat. Au grand débat parce que le grand débat quand même, il faut qu'on en prenne part avec vos propositions, vos doléances qu'on s'est engagé à transmettre à l'Elysée à l'issue de ce débat qui se terminera le 15 mars. Sans nul doute que vous avez évidemment peut-être pour aider les auditeurs, pour les orienter peut-être aussi des choses à proposer. Pour l'heure le zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon ben voilà, parce que les mots bamboula, d'accord, ça Et maintenant, moi très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors le zapping, messieurs, qui débute par une scène surréaliste qui s'est déroulée hier soir sur BFM TV en plein direct à Bordeaux devant les femmes Emmanuel Macron et cette dame qui a tenté d'offrir un cadeau, un collier jaune au président de la République, qu'il a évidemment refusé de porter. Et bien après son intervention, interrogée par BFM TV, écoutez cet échange quelque peu musclé de cette dame qui décidément n'aime pas trop BFM. Mais qu'est-ce que vous demandez en fait? Ah ouais, non mais BFM, alors vous savez toujours pas ce que veulent les Français? Ils veulent vivre. Vous êtes les Français? Ah oui, on est tous Français, ouais. Pardon? J'ai entendu. Oui, mais allez, dégagez, BFM, vous dégagez, parce que franchement, vous êtes BF merde. Voilà, allez, votre micro. Mais parce que BFM, vous montrez que ce que vous voulez montrer. Quand vous annoncez les chiffres, vous avez pas honte? Vous voyez les images à la télé. Vous avez pas honte? Je comprends, madame. Ah, vous comprenez pas? Vous comprenez pas les chiffres dans les manifestations? Non, mais venu interrompre un débat. Non, je suis pas interrompu. Au président, je peux pas prendre le gilet. Oh là là. Ouais. Et vous avez entendu ceux qui ont applaudi ou pas? Oui. Et vous voyez les gens qui meurent de faim? Est-ce que vous voyez les gens qui gagnent 1500 balles par mois qui peuvent pas se loger? Est-ce que vous connaissez des gens qui gagnent 1500 balles par mois, qui travaillent tous les jours, 6 jours par semaine et qui ne se logent plus? Vous les voyez? Vous en avez pas parmi vos amis? Vous avez 25 ans, jeune fille. Alors vous allez voir que dans la vie, des problèmes vous allez en rencontrer. D'accord? Alors arrêtez d'être agressif avec les gilets jaunes et arrêtez de dire que ce qu'on veut. Vous savez pas ce qu'on veut. Moi, je vis bien, d'accord? Mais autour de moi, il y a plein de gens qui vivent pas bien. Moi, j'ai vécu en Amérique du Sud. Vous savez comment on m'appelait? Le Martin Luther King des Équatoriens. J'ai tout chamboulé là-bas, j'avais 24 ans. D'accord? Et je me battais pas pour moi. Moi, j'étais femme de footballeur. Donc, je vous emmerde tous. D'accord? Mais les gens qui crèvent de faim, il y en a marre, madame. Il y en a marre. Donc, un jour, j'ai vécu dans le luxe. Aujourd'hui, je vis confortablement. Mais des gens qui crèvent, et alors qu'ils travaillent, il y en a marre. Ok? Les vieux, ils ont travaillé. On leur prend tout sur leur retraite. Ils peuvent pas se loger quand ils ont un bien qu'ils ont acheté il y a 50 ans. Voilà, alors c'était hier en plein débat, messieurs. Emmanuel Macron était en train de s'exprimer, etc. On vous parlera, on vous donnerait votre avis dans un instant, mais juste, je termine parce que c'est très important. Donc cette dame est en train de s'exprimer. Au même moment, Emmanuel Macron repère que cette dame s'exprime en direct sur BFM TV, et Emmanuel Macron en a profité pour attaquer la presse. C'était la merde. Excusez-moi, c'est eux qui ont voulu. Je m'en vais. Mais revenez au débat et je demande aux journalistes qui sont là, on n'est pas dans un show télévisé où il y a des bêtes étranges qui sont plus intéressantes. Madame parle
de sujets graves, on les aborde, mais très sincèrement, moi je trouve que vous n'êtes pas correct et les médias les premiers là. C'est pas une interview de madame, c'est un débat. Mais très bien, mais revenez là et vous l'interviewerez après. Voilà, Emmanuel Macron qui en a profité pour recadrer un petit peu tout le monde. Alors messieurs, tiens Philippe, on t'a pas beaucoup entendu tout à l'heure. C'est le taulier, il a eu raison de recadrer ses employés. Pour le coup, il a raison, non? Non, mais absolument pas. Attendez, c'est une blague. Non. Le mec, il fait son show, il est à plus de 40 heures d'antenne pour préparer ses européennes. Enfin, oui, effectivement, lorsque ses employés sont indisciplinés, il doit les rappeler à l'ordre et c'est ce qu'il a fait. Il a donné un coup de sifflet et tout le monde s'est exécuté. Emmanuel Macron, il est marrant lorsqu'il va dans les débats. On dit, oh, il est courageux, il va à la rencontre des Français, etc. Il est plutôt bon, Philippe, non? Faut l'admettre. Mais il est bon. Mais évidemment qu'il est bon en com. Ce serait un mensonge de dire l'inverse. Sauf que tu peux être très bon en com lorsque ton parterre est bien choisi et bien fourni. Moi, je peux te montrer on peut regarder des vidéos sur le salon de l'agriculture et tu t'aperçois qu'en fin de compte, il y a une cinquantaine ou une centaine de militants fervents en marche et que tu retrouves sur tout le déplacement d'Emmanuel Macron balisé, pisté. Donc tu peux faire le show à l'américaine lorsque la salle est complètement conquise, que tout le monde est trié sur le volet et que t'es jamais en difficulté. Là, ils ont tous été débordés par cette femme qui vient offrir un collier à Emmanuel Macron. Effectivement, il est très bon, mais il fait aucune proposition. Ah, j'entends vos commandes, on est en train de travailler dessus. Il fait que ça. Moi, quand il veut, je peux l'inviter. Oh bah d'ailleurs, tiens, et s'il venait au Grand Forum? Ce serait pas mal ça. Ouais, ce serait excellent. Pas sûr qu'il accepte, mais bon, une invitation officielle. Donc tu considères qu'il a un manque de courage et qu'il est pas aussi. Non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Attention, j'ai déjà assez de, voilà, j'ai assez d'ennuis avec ça, donc c'est bon. Farid. Emmanuel Macron là, sur le fait qu'il recadre un petit peu BFM TV, qui se permet d'inviter cette dame, le fait qu'il s'offre, et d'ailleurs la France Insoumise qui saisit officiellement le CSA concernant le temps d'antenne d'Emmanuel Macron, c'est impressionnant comme il est quand même un peu en campagne, Farid, non? Ah, complètement. Oui. Mais tous les présidents de la République ont tous été des chefs de parti et ils savent user effectivement de leur position. Là, c'est un peu... Là, en vérité, c'est que c'est un peu gros. Je suis complètement d'accord. Mais il faut quand même reconnaître qu'il sait faire le show, comme ça a été dit. Que sur les journalistes, en vérité, et tu l'as dit toi-même, Christophe, c'est qu'en fait, il s'aperçoit qu'en fait, la journaliste essaye plutôt, puisqu'apparemment, ça s'est mal terminé pour elle. Celle qui avait interpellé le président de la République, et donc du coup, il rebondit là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment qu'il est à l'antenne, et donc du coup, les journalistes, ça mange pas de pain de cracher sur les journalistes. On le fait tous d'ailleurs, et le président de la République lui-même. C'est navrant, c'est triste, mais c'est le jeu, c'est le show, et c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu de la 5e République, surtout. Ouais. Gamal. Oui. Le fait que 4 chaînes d'infos retransmettent les débats, ça devient pas un peu fatigant d'ailleurs? En direct. En direct, hein. Oui, et d'ailleurs, l'audience c'est catastrophique, hein. Oui, c'est normal. C'est pas sûr que ça dure, hein, finalement. Ça intéresse plus personne, c'est des faux débats. Ce qui est notoire chez monsieur Macron, c'est qu'il a été très mauvais communicant au démarrage. Il essaie de rattraper le coup. Ça devient clairement une posture un peu populiste quand on attaque les médias de la façon dont il a fait, parce que finalement les médias lui servaient la soupe. Ouais. Et surtout, je comprends qu'il le fasse. On peut pas reprocher à Macron de faire campagne, puisque de toute façon il devait répondre aux Français. Donc on lui dit, il est pas en contact avec les Français, et quand il répond, il dit qu'il est trop visible. Donc c'est vrai que c'est mal fait. Moi je pense que ce grand débat est mal fait aussi. Je pense que ses prises de parole sont un petit peu à l'emporte-pièce, mais on sent bien le showman américain, on sent bien que c'est la nouvelle génération. Et surtout, je pense qu'il répond pas aux vraies problématiques, à savoir le déficit de représentativité du peuple. Alors là, on va peut-être être d'accord avec lui. Je recontextualise un petit peu la scène. Il est interpellé donc à Pessac par une femme qui porte le foulard et qui décidément a quelques problèmes à trouver un emploi. Elle lui a fait part de ses difficultés à trouver un emploi, cette femme. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a eu cette réponse. Écoutez la réponse du président de la République hier soir. Mais un foulard simple, comme celui que vous portez, est un foulard qui n'est absolument pas interdit pour être embauché dans une entreprise privée. Donc je veux simplement restaurer ici la vérité. Et si, parce que vous portez un foulard ou parce que vous avez tel ou tel prénom ou nom, vous n'êtes pas embauché, à ce moment-là, c'est une discrimination à l'embauche et c'est sanctionné par la loi. Nous avons renforcé les contrôles et il faut le dénoncer dans ces cas-là pour que l'administration puisse regarder ces cas et voir s'ils sont conformes à la loi ou pas. Je vais être très clair sur ce point parce qu'on a tendance à tout confondre. Voilà pour la réponse donc de cette dame, la réponse d'Emmanuel Macron concernant le port du foulard. Il tente d'apaiser un peu, de calmer un petit peu la
les choses, peut-être. On en reparle dans un instant si vous voulez bien. Et pour terminer ce zapping, j'ai du Jean-Jacques Bourdin qui quitte Facebook. Il s'en explique. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, messieurs dames, on est là avec Philippe Bourriachi, Kamal Abina et avec Farid de Temsamni. Vous avez remarqué, je commence toujours par ma gauche. Je dois être un homme de gauche dans l'âme. Il paraît. Nul n'est parfait. Pourquoi tu considères que l'écologie est à gauche? Ah oui. Bon, bah, faire égal. Ils sont plutôt gauche en ce moment. Ils sont plutôt gauchistes, hein. Non, mais on est plutôt tendance à dire que l'écologie doit transcender tout ça. C'est ce que dit Hitler. Ça, par contre, j'en valide pas. Le message, voilà, un scandale. Ça, c'est scandaleux. Là, parce que n'importe quoi. C'était un écologiste, paraît-il. Oui, attention. Ah, il aimait bien les forêts. Stop, on change de sujet. Alors, Emmanuel Macron sur la réponse sur le foulard de cette dame qui l'a interpellé hier et qui lui dit, mais voilà, avec mon foulard, eh bien, j'ai du mal à trouver un emploi, etc. Donc, il s'est exprimé, il a eu une réponse sage. Est-ce qu'on peut au moins lui reconnaître, messieurs, justement, qu'il est quand même parmi ceux qui n'a pas joué sur la carte islam, musulman, etc. Et d'ailleurs, ça a commencé dès la campagne. Absolument. Qui veut répondre? Vas-y, Gamal, puisque t'as pris la perche. Voilà, donc oui, effectivement, la réponse est parfaitement calibrée. Elle a du bon sens. Il faut jamais oublier que Macron, il a rendu orphelin beaucoup d'organisations qui luttent contre l'islamophobie, parce que depuis qu'il est arrivé aux commandes, il a fait un stop à cette obsession. Et c'est la droite qui essaie de relancer par plusieurs actions de d'éclat. Mais effectivement, Emmanuel Macron a calmé le jeu et rappelle quand même que la loi ne dit pas que dans le secteur privé, on ne peut pas recruter une femme en raison de son voile, parce que ça devient une discrimination de fait. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, Farid? Je pense que juridiquement, il a complètement raison, effectivement. Sauf que trouver du travail, en fait, c'est pas le code pénal qui t'amène à trouver du travail. C'est clair, ça. J'ai traversé la rue, d'ailleurs. Ni le président de la République, d'ailleurs. Exact. Philippe? Ouais, non, très bien. Moi, j'applaudis. On lui reconnaît ça, au moins. Demain. Absolument. Ouais. On lui reconnaît ça. La seule chose qu'il faut aussi lui reconnaître, ça c'est mon côté militant, c'est qu'il laisse quand même des gens de son gouvernement, c'est son gouvernement, dire tout et n'importe quoi. Et je rappellerai quand même que Aurore Berger est quand même la porte-parole de son parti politique. Donc il faudrait un petit peu de temps en temps, Monsieur le Président, la cohérence. Là, pour vous, je mélange. On mélange, mais oui, parce qu'on mélange plus. C'est toujours pareil, on mélange plusieurs choses. Lui, Emmanuel Macron, dans sa réaction hier, il parle de droit. Oui. Il parle notamment de discrimination à l'embauche dans le secteur privé. Il te parle ni de philosophie, ni de valeurs républicaines. Justement, c'est son rôle de parler de valeurs républicaines. Par contre, pose-lui la question. En tant que militant politique, quelles sont les valeurs de la République française? D'accord. Quelle est la philosophie même de la République française? Et là, tu verras que tu seras peut-être surpris dans sa réponse. Oui, voilà. Alors, sinon, pour finir ce zapping, messieurs, un petit tour par la matinale de Bourdin, le matin sur RMC, où il annonce fermer son compte Facebook. Écoutez. Le temps qu'on passe sur ces réseaux sociaux, moi je vais fermer. Je vous le fais pas dire. Je vais fermer Facebook. Ouais, c'est une réflexion à votre mener, compte, pas Facebook en général. On l'a avec Mark Zuckerberg directement. Je l'appelle Marc. Je vais ruiner Mark Zuckerberg. D'accord? Voilà, on passe trop de temps, dit Bourdin, sur les réseaux sociaux. Je ferme mon compte Facebook. Je sais pas si c'est une blague ou pas, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux quand même, depuis qu'ils sont là, que ce soit Twitter, Facebook, WhatsApp, etc. Instagram et Snapchat. C'est pas rare où dans les repas de famille, chacun a son portable et bordel, on discute plus comme avant, quoi. Il y a ce rapport de la communication qui est quand même bien entaché avec l'arrivée des réseaux sociaux, non? On est tous d'accord là-dessus? Ouais, totalement. Ouais. Entièrement. Ouais, ça a beaucoup d'avantages, les réseaux sociaux. Oui, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Ça déshumanise aussi beaucoup. Aujourd'hui, quand vous prenez les transports en commun, vous regardez dans une rame de métro ou de Avant, train. c'était le journal, maintenant c'est le téléphone. Et aujourd'hui, c'est le téléphone. Et il y a eu Walkman. Exactement. Et sans compter qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est peut-être un autre débat, mais ça a libéré une certaine parole et a permis à beaucoup d'abrutis de dire tout et n'importe quoi. C'est pas faux. C'est vrai. Les réseaux sociaux. Oui, absolument. Mais j'ai envie de te dire, tout a commencé avec la télé-réalité, en vérité. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous sommes tous acteurs plus ou moins et on met en scène. On se croit acteurs plutôt. Non, mais si. On se voudrait acteur. Après, bien devant le micro, monsieur Bourriachi. On a vu les nominations aux Oscars que les films populaires ne sont jamais récompensés. Mais moi, je suis hyper mal placé puisqu'effectivement, j'ai scénarisé ma vie militante et ma vie
personnel, un petit peu moins professionnel, via ce réseau. J'ai touché énormément de gens. On a créé une émulsion et puis c'est comme ça qu'on a été repéré entre guillemets sur la télé de médias. T'as scénarisé ta vie, j'ai pas compris ce que tu veux dire que tu te mets en scène, quoi. Bah oui, en dévoilant une partie de toi et en te mettant en scène sur des lives, etc. C'est très tendance de se dévoiler. Hein. Ouais. Bah on est un petit peu exhibe peut-être. Juste si tu permets Christophe là-dessus, en fait il faut faire très attention aux réseaux sociaux et notamment à celles et ceux qui s'expriment sur tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On a parlé tout à l'heure de la personne qui était discriminée à l'embauche notamment. Oui. Vous savez, alors là du coup je prends une casquette d'intelligence économique. Lorsqu'on recrute quelqu'un à un haut potentiel, en fait on scrute toute sa vie et notamment sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Et beaucoup de gens comprennent pas, se font bouler d'un certain nombre de métiers ou de secteurs d'activité parce qu'ils disent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Absolument. Et ça a un impact. Et ça a un impact dans le travail, ça a un impact dans le monde professionnel, ça a un impact dans la carrière des gens. Donc il faut faire très attention, et je parle même pas de celles et ceux qui mettent en avant leurs enfants sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est bien les réseaux sociaux, mais c'est aussi beaucoup de choses. Et je terminerai juste une chose sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, je parlais tout à l'heure de déshumanisation, alors là, je vais peut-être prendre une cassette peut-être un peu plus intellectuelle. Tu changes vite de casquette, toi. Hein. Eh oui, c'est ça, être multi-casquette. Mais malgré tout, nous sommes dans un pays où en fait le débat et la réflexion ne se fait pas sur les réseaux sociaux. C'est triste à dire, c'est malheureux, mais elle se fait ailleurs, elle se fait dans un certain nombre de forums, un certain nombre de cercles de réflexion, et les réseaux sociaux, malheureusement, ne permettent pas ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement instantané, les réseaux sociaux, donc du coup, tout le monde peut tout dire et n'importe quoi, et d'ailleurs, véhicule tellement d'âneries, très souvent, et donc du coup, en fait, ça véhicule des choses qu'on répète sans s'en rendre compte, alors qu'ils sont complètement non avérés. Et fake news. Exactement, il faut faire très attention à mon sens. Je voudrais parler d'un truc par rapport aux réseaux sociaux. Je vais rebondir sur l'histoire du voile tout à l'heure, parce que j'ai oublié de dire une chose. C'est par les réseaux sociaux que j'ai vu une vidéo très sympa qu'on m'a envoyée hier, pour laquelle je rends hommage, c'est un petit clin d'œil que je fais à Nadia Lazouni, qui a été opposé à un type du Front National, c'est comme ça que je continue à les appeler, par rapport à la question du voile. Et elle a été quand même, c'est courageux de sa part, chez Morandini, elle a été quand même courageuse. Moi, je regarde pas la télévision, donc il me reste que ça pour être connecté avec il faut saluer ça. Et encore moins Morandini. C'était on parle de cerveau, on parle de vide intellectuel là pour le coup. Mais le type en face est d'origine italienne et a oublié que son passé était pas forcément, je parle des Italiens en Europe, en France en particulier, était pas forcément très cool. Donc elle a pas su trop l'attaquer là-dessus, mais en revanche, elle était excellente sur les arguments. Elle était courageuse, on sentait qu'elle était un petit peu stressée, mais malgré tout, elle a su défendre sa position, elle l'a fait avec brio. C'est ça. Et on la salue d'ailleurs. Nadia Lazouni, ancienne chroniqueuse du AGF. 01 40 33 9000. On est avec Samir. Et avant d'accueillir Samir, je rappelle d'ailleurs qu'il y a des rassemblements prévus ce week-end contre le 5e mandat dont on parlait tout à l'heure, notamment à Marseille demain à 14h porte d'Aix. Et c'est dimanche à 12h. Et c'est place de la République. Dimanche à 12h. Samir, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Samir, vous nous appelez de Paris. Bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, je vous appelle juste, je dois vous parler de Anas Soral. Là, on a écouté la semaine dernière votre invité là, nous a parlé d'Anas Soral, pourquoi elle est raciste et je sais pas. Décidément, ça vous inquiète, c'est une star, ça. Hein oui, mais c'est pas que c'est ça. Anas Soral, elle est pas raciste. Il a le droit de défendre son pays, comme moi je défends l'Algérie. Chacun il a le droit. On est dans un monde, chacun défend ses intérêts. Moi, je défends Anas Soral. Il est bon. Un Français, il a le droit de défendre son pays, de parler de la religion, de parler de tout ça. La religion aujourd'hui, nous, l'islam, il s'est fait insulter par l'Arabie Saoudite déjà, mais avant Anas Soral déjà. Avant qu'Anas Soral il nous insulte, que l'Arabie Saoudite elle nous a insultés. Oui, alors Gamal, puisque c'est à toi que ça se tendrait, je crois. Hein. Très rapidement, d'abord, Anas Soral n'est pas français, il est suisse, faut déjà s'en rappeler. Ensuite, c'est pas parce que l'Arabie insulte l'islam qu'on peut autoriser un raciste à insulter les musulmans, les arabes et les algériens. Et pour finir, Anas Soral est un personnage qui a été condamné aujourd'hui à de nombreuses reprises en justice pour propos racistes. Il a pris 1 an de prison ferme. Il faut le rappeler, je ne crois pas qu'on condamne quelqu'un parce que c'est un type gentil qui n'a pas eu de propos racistes. C'est un adepte du national-socialisme, je traduis les nazis. Donc on va pas dire que quelqu'un qui est fan des nazis n'est pas raciste.
Bon, allez, on passe aux infos zappées, messieurs, dames. Vous savez, ces infos qu'on ne donne pas à la radio, à la télé, mais qu'on donne dans le grand forum. Je vous emmène en Belgique, messieurs. Pour fêter leurs 100 derniers jours au collège, des élèves d'un établissement catholique ont déguisé en saoudien, ont mimé des musulmans pendant la prière, ce qui scandalise évidemment les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu les images d'abord? Oui, absolument. Moi, je les ai vues et ce qui est le plus scandaleux à mon sens, c'est qu'il y a une des personnes qui se pavanait avec une ceinture d'explosifs. Voilà, c'est ça. Il y avait des ceintures d'explosifs également portées par certains élèves. Tout ça se faisait dans une ambiance bon enfant. Bon enfant, exactement. Alors, certains disent oui, mais attendez, vous avez peut-être mal compris. C'était justement pour se moquer de Daesh. À Daesh, ouais. Avec des vêtements saoudiens, c'est intéressant. C'est clair. Bon, en tout cas, ces images font le buzz sur les réseaux sociaux et interpellent et choquent un certain nombre d'internautes. Et puis également, tiens, on va parler des municipales, puisque après avoir lancé de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux, le printemps républicain, messieurs, dames, vise les municipales de 2020. Le mouvement voudrait lancer plusieurs projets dans différentes villes, comme à Nîmes, par exemple. Le printemps républicain au municipal, les gars, ça vous inspire quoi? C'est un mauvais sketch, ils devraient aller plutôt à Nice. C'est leur place, à mon avis. Ah bah oui, ouais. Farid, le printemps républicain, qui ont du poids quand même. Je pensais pas que c'était un parti politique, il me semblait que c'était un cercle de réflexion plutôt. Ils entendent devenir peut-être un parti politique. Pour ça, il y a déjà le Parti Socialiste historiquement. Historiquement. Il existe encore ce parti? Ouais, peut-être qu'effectivement c'est. Non mais parce qu'en fait, il faut pour nos auditeurs, il faut quand même expliquer ce que c'est le Printemps républicain. Le Printemps républicain est un mouvement qui défend la ligne idéologique de la laïcité historique et philosophique, qui est celle qui a amené la gauche notamment contre la droite, en fait, notamment à la Révolution française. Donc, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas toujours, ils le font d'ailleurs de manière très maladroite très souvent, mais ils ont au moins l'honneur d'assumer ce qu'ils pensent. Ce qui n'est pas toujours le cas au Parti Socialiste, puisque je rappelle que le Parti Socialiste a quand même été l'instigateur et l'inventeur, pour moi, d'un sas raciste qui s'appelle l'intégration, et notamment en 1983 suite à la marche des bords, donc il y avait la marche de l'égalité. Exactement, qu'ils ont eux-mêmes rebaptisé, notamment Libération qui avait rebaptisé la marche des beurs, alors qu'en fait les gens SOS racisme, alors que Mitterrand pour être précis, très précis. Ah non, c'est pas que Mitterrand, parce qu'il faut quand même être très clair, il y a quand même c'est Attali, il y a et qui d'autre? Et quelqu'un qui aujourd'hui non, vous avez quelqu'un qui est aujourd'hui le président de l'Observatoire de la laïcité, qui nous fait vendre effectivement sa sauce aujourd'hui, alors qu'il a été secrétaire général de l'Élysée, qui a inventé l'instrumentalisation des SOS racisme et de l'intégration, et qui aujourd'hui, pour se racheter une bonne conscience, en fait, a un autre discours. Moi, je trouve ça très malheureux, mais du coup, là, je suis plutôt l'homme passionné sur le printemps républicain. Je pense que c'est une mauvaise chose que de s'engager dans les municipales. Maintenant, libre à eux. Je pense en fait que ils ont quelque chose à dire effectivement sur la notion intellectuelle et philosophique des choses, que les gens ne comprennent pas toujours, que l'immense majorité, et notamment les musulmans de ce pays, ne comprennent pas toujours. Et moi, je suis très étonné de savoir qu'en fait les gens ne comprennent toujours pas ce que c'est la France et la République française. Je suis pas sûr que ce soit que la laïcité. Bon, un autre projet, mais là on va parler des européennes. Une Europe au service des peuples. La liste de l'UDMF. Est-ce que vous connaissez l'UDMF? Ouais, l'Union des voilà, c'est ça. Pour les européennes, l'Union des démocrates musulmans français se présente aux élections européennes. Une Europe au service des peuples, c'est le nom choisi pour cette liste. On salue pas, c'est bien. C'est une tentative, il n'y a aucune chance, mais c'est une tentative. C'est une tentative. Alors, c'est quelle version? Parce qu'il y a eu une scission, je crois, de mémoire chez eux. C'est la dernière version en date, avec Najib, je sais plus quoi. J'avais côtoyé certaines personnes de chez eux qui étaient d'ailleurs très bien sous ton rapport. La difficulté, c'est que lorsqu'on veut faire de la politique, et là du coup Philippe me contredira pas, c'est qu'il faut un minimum de sérieux et de moyens. Lors des dernières législatives, je sais pas si c'était eux ou si c'est d'autres, ils n'étaient même pas fichus, je dis bien fichus, de payer les imprimeurs qui avaient engagé les impressions pour eux. Alors, je ne dis pas que c'est ce parti-là en l'occurrence, mais en tout cas, c'était des gens qui brandissaient, et ça je suis complètement contre, qui brandissaient notamment la religion musulmane justement à des fins politiques. Ouais, alors moi ça me pose réellement ça me pose un problème, pas que des musulmans ou des chrétiens ou tu sais que t'as la voix de, on dirait Michel Simès.
C'est vrai? Ouais, un peu, ouais. T'as vu beau gosse. Ouais. Oh, il y a moyen de dire ça ou pas? Non, mais Michel Simès, il a un peu tordu dans sa tête, mais voilà quoi. La voix. D'accord, ça Voilà, marche. t'as la voix déjà. J'ai vu la punch. Ouais. Non, écoute, comme je suis gêné quand j'entends le parti démocrate chrétien. C'est les Allemands. Non, mais en France aussi. Bien sûr, bien sûr. Christine Ah oui, Boutin. putain, j'ai oublié. Donc, Mais tu ne peux pas comparer malheureusement. Non, attends. Si, on peut comparer. Pas du tout. Musulman peut comparer. Pas du tout. Bah, c'est une conservatrice, hein. Bon, laissez finir Philippe. Merci beaucoup énormément. Merci. Vos gentillesses. Non, je suis très attaché à la laïcité. Et Moi, je suis très attaché à ce que tu parles devant le micro, par contre. D'accord. Je suis Merci très beaucoup. attaché à la laïcité et lorsqu'on commence à mettre une religion, quelle qu'elle soit, en avant ou intégrée dans le nom de ton parti, globalement, tu dis que tu es sous influence de. Par contre, moi, c'est ce que j'arrête pas de dire à tous les musulmans et les musulmanes de France qui sont injuriés depuis quelque temps, pour ne pas dire une bonne décennie, hacker les partis, créer un parti qui vous respecte, effectivement, mais dès qu'il y a le mot religieux qui englobe ça, tu exclus de fait celles et ceux qui pourraient apporter leur pierre à l'édifice. C'est-à-dire que moi, si je suis pas musulman, je risque d'être... Philippe, tu as complètement raison et je vais même te dire, c'est même contradictoire avec l'islam de faire un parti qui va s'occuper des musulmans. Parce que le message de cette magnifique religion, c'est de s'occuper de l'humanité et non pas des musulmans et uniquement des musulmans. Et malheureusement, trop de gens ont tendance à l'oublier lorsqu'ils ne s'adressent qu'à des musulmans ou qu'ils oublient un certain nombre de Là, je suis principes. pas sûr qu'ils s'occupent que des musulmans. Ils se présentent aux élections. Non, c'est pour avoir un siège. On parlait municipal. globalement, voilà. Maintenant, leur cible, c'est les musulmans, on s'entend bien. Le problème principal dans cette histoire, moi je suis totalement opposé aux partis de type musulman. Pas parce qu'on est dans un pays laïque, ça je m'en fiche complètement. C'est parce que, avec les attentats, la succession d'images négatives que porte l'islam en France aujourd'hui, et le traumatisme bien réel qui existe en France, faut pas non plus délirer, hein. On parle plus de vocabulaire anxiogène, on parle de réalité. À partir de là, quand on se présente avec un parti qui a une étiquette qui est aussi connotée de façon négative, et ils vont se faire attaquer par tout le monde, on perd d'avance. Il vaut mieux un parti qui soit inclusif, et là je te rejoins, un parti qui parle à tout le monde effectivement, et un parti qui permette de dire nous sommes le parti de la base. C'est un parti populaire, non pas un parti d'étiquette religieuse. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, messieurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Dans un instant, le grand débat. Allez, vos propositions, vos doléances. Je vous fais également le récap de ce qui nous a été proposé cette semaine. 01 40 33 9000. C'est maintenant à vous de jouer. Vous êtes acteurs dans ce grand débat. Vous nous faites vos propositions, vos doléances. On les transmettra une fois ce débat terminé. On joue le jeu, évidemment, et parce que vous avez certainement des choses à dire, des choses à faire valoir. C'est le moment de prendre votre téléphone. 01 40 33 9000. À tout de suite et bienvenue une nouvelle fois sur France Maghreb 2 à l'écoute de la plus belle émission de la bande FM, le Grand Forum. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, messieurs dames, avec Farid Tensamani, avec Philippe Boriachi et avec Gamal Amina qui sont avec nous. Dans un instant, on va parler du grand débat avec vos propositions, messieurs dames. Vous rappelez quand même ce qui nous a été proposé cette semaine, notamment Choukri qui nous avait dit proposé lorsqu'on a été locataire d'un appartement d'un HLM depuis 25 ans. Eh bien, on en devient propriétaire. C'est la proposition de Choukri qui nous a été faite lundi. Également une Nasser qui nous dit faciliter les mutations dans les grandes entreprises. Méziane de Paris, harmonisation fiscale au niveau européen. Monji, l'abrogation de la loi du 15 mars 2004 à l'école, du port du foulard à l'école. Razik qui nous parle d'une transparence politique et soumettre la question du droit de vote obligatoire. Et puis un certain Gamal Abina, ici présent, nous dit lui, après avoir été locataire d'un HLM pendant au moins 15 ans, on en devient propriétaire. C'est la proposition de notre ami Gamal qui vient compléter celle de Choukri lundi. Alors, messieurs, le grand débat, on accueille Karim qui est avec nous, qui nous appelle de Saint-Jean-de-Rouelle, je crois que c'est dans le Loiret à proximité d'Orléans. Bonsoir Karim. Karim ? Ah bah il est parti dans la cambrousse Karim. Messieurs, je crois que Philippe, tu avais des choses à nous proposer. Oui, alors, j'ai une mamie qui m'a interpellé et qui nous entend sur France Maghreb 2 et qui m'a dit la chose suivante: est-ce que vous pouvez porter pour moi ceci? Est-ce qu'on peut arrêter avec les numéros surtaxés des plateformes hotline? Ah, c'est bien ça. Lorsque j'achète un truc, s'il y a une galère... Comment s'appelle cette dame? Elle s'appelle Simone. D'accord. Voilà. Et j'ai une copine qui s'appelle Nathalie qui voudrait que soit inscrit dans la loi l'égalité salariale homme-femme. À travail égal, salaire égal.
Très bien, ça c'est pas mal aussi, hein, Ouais, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Et comment s'appelle cette dame? La deuxième. Nathalie, d'accord. Farid, est-ce que tu as une petite contribution? Et d'abord, est-ce que tu participes à ce grand débat? Malheureusement, j'ai pas eu le temps de participer à ce grand débat, que j'encourage vivement, puisque c'est toujours bien le débat d'idées. Et même si, pour ma part, démocrate convaincu, je pense que l'élection présidentielle aurait dû être ce grand moment de grand débat. Malheureusement, elle a été confisquée par les affaires. Moi, si j'aime beaucoup l'idée de Razik, qui parlait notamment du droit de vote obligatoire. Moi, je suis soumettre la question. Partisan du vote obligatoire, malheureusement en fait, mais avec l'explication nécessaire, puisqu'en fait les gens ne savent pas de quoi il s'agit, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Quelqu'un a parlé d'harmonisation fiscale, notamment en Europe. Je suis complètement favorable à une harmonisation fiscale pour une raison très simple, c'est que vous ne pouvez pas construire une Europe, si on veut toujours construire l'Europe, ce qui est à mon avis mon cas en tout cas, qu'il faut une harmonisation fiscale, parce que par définition aujourd'hui vous avez des leviers de dumping fiscaux, et notamment le premier d'entre eux qui s'appelle Londres, malgré le Brexit, à mon avis qui va même s'accentuer. Mais on peut parler de Bruxelles, on peut parler de beaucoup d'autres pays voisins, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument régler. Très bien, alors on accueille avec nous un auditeur qui est avec nous, je crois que c'est Taufik, c'est ça? Bonsoir Taufik. Oui, bonsoir monsieur Christophe. Vous nous appelez d'où, Taufik? Je vous appelle de Onny-sous-Bois, je suis ambulancier. Ambulancier, bienvenue à vous et bravo pour ce que vous faites, on a besoin de vous. Merci. Quelle est votre proposition à faire dans ce grand débat, mon cher Taufik? Non, mais en fait, c'est vous permettez, Christophe, juste au sujet de l'Algérie, s'il vous plaît. Ah oui, non mais là on est dans le débat, mon cher Taufik. Ah, pardon, quand j'étais sur la route, sur l'ambulance, alors... Qu'est-ce qu'il y a sur l'Algérie? Allez, vas-y, rapidement. Je voulais juste dire que dimanche, là, il y a une manif là sur la République à Paris. Oui, à 12h. À 12h, à 12h. Et j'invite tous les Algériens de venir en force avec les enfants, leurs femmes, tout le monde, parce que c'est notre pays qui est en jeu. Notre pays, il est dans franchement, j'arrive plus à parler parce que on est gouverné par le problème, c'est pas Bouteflika, c'est tout le gouvernement, il faut qu'il parte. C'est un départ général. Et qu'il laisse les Algériens aux Algériens et à la jeunesse algérienne. Et merci Taufik. C'est pour ça que je vous dis, j'invite tous les Algériens de venir ce dimanche-là, à midi, sur la place de la République. Et merci Christophe. Merci Taufik, à bientôt. Vos propositions pour le grand débat, 01 40 33 9000. Je rappelle d'ailleurs, j'en profite puisque Taufik me tend la perche, les rassemblements prévus notamment à Paris et Marseille. Alors Marseille, c'est pas demain, je me suis trompé, c'est dimanche à 14h à la Porte d'Aix. Dimanche 14h. Paris, c'est un petit peu plus tôt, c'est à l'heure de manger, c'est à 12h. Gamal y sera, c'est sûr. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Donc voilà pour les rassemblements prévus à Paris et à Marseille pour ce dimanche. 01 40 33 9000. Mais finalement ce grand débat, messieurs, beaucoup dénoncent justement le fait que les questions sont déjà orientées, qu'il n'y a pas de possibilité de proposer, alors que nous ici on recueille toutes les propositions, c'est-à-dire sur tous les sujets sociétal, politique, environnemental, etc. Donc est-ce que déjà c'est pas un problème à la base déjà? Mais le truc est biaisé dès le départ. Alors comme tu le disais, ici tu es sur une radio libre, donc chacun est libre d'apporter sa pierre à l'édifice. Là effectivement, lorsque tu vas sur la plateforme, moi j'ai ouvert un compte hier pour pouvoir critiquer, il faut quand même regarder le dispositif et être noyau du réacteur. Et ben effectivement, non simplement s'orienter, t'as un QCM qui est très simple et sommaire, et à l'issue de ça, leur algorithme sera très simple, ça sera un fichier Excel ou Access, et boum, t'auras le premier, le deuxième, le troisième, et bon, selon la différence, il y a une grosse différence entre 50% et 20%, on mettra 2 ou 3 mesures qui plairont à la grande masse. Effectivement, mais des mesures qui ont déjà été orientées dès le départ. Il n'y a rien sur le CICE, il n'y a rien sur le rétablissement de l'ISF, sur des tranches supplémentaires pour l'imposition pour les plus riches. Enfin, c'est juste, blague à part, une grande mascarade. Et bravo, moi, du coup, tu dis c'est un très bon communicant, mais je crois que c'est un très bon aussi maître des temps, Macron, qui a gagné du temps, qui a joué le pourrissement de la situation. Et on voit aujourd'hui dans les sondages que l'opinion publique s'est retournée, qui demande l'arrêt des manifestations, et que tu te retrouves dans la rue après les exactions qu'il y a eu et les violences policières, qu'avec des gens qui sont ultra radicaux, et donc les sondages vont encore continuer à s'accentuer, et à la fin du compte, on se rappelle plus pourquoi les gens sont partis dans la rue. Moi j'ai été mettre le plein tout à l'heure dans mon scooter, 1,66 €.
Et au moment de la bagarre, c'était tout au début, il était 1,68 €. Je voudrais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé là. C'est vrai que ça remonte sérieux là pour ceux qui ont des voitures et tout. Là, le gasoil, ça monte aussi. Hein, donc, proposition concrète du côté de Reims, peut-être. Swad, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir Swad. Moi, j'aimerais bien avoir la possibilité, quand on veut tirer de l'argent de notre compte bancaire, qu'on nous embête pas. Parce que c'est-à-dire depuis quelque temps, on peut plus prendre de l'argent comme on veut de notre compte. Ah bon? Quand on veut tirer des grosses sommes, oui, on nous limite à 1000, 1500 €. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai dû changer de banque. Il fallait donner une raison majeure pour tirer. J'avais besoin de tirer 5000 € en espèces. Il fallait que je justifie l'utilisation, que j'apporte des factures. Oui, c'est vrai. Sinon, ce droit-là m'était refusé. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça grotesque et j'ai changé d'établissement bancaire pour cette chose-là. Alors, merci Swad, proposition concrète. Est-ce que quelqu'un a une explication là-dessus? Merci Swad. C'est la loi, c'est par rapport à... Oui. Enfin, il y a le volet objet, enfin le volet... Le volet de la loi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sécuritaire, ça peut être du trafic, ça peut être, voilà, absolument. Le blanchiment. Il y a aussi l'aspect contrôle fiscal, hein, clairement. Les gens qui retirent de l'argent, on l'aime pas trop dans les banques. Aller retirer 5000 € dans un distributeur, pas sûr que ça soit très recommandé. Même en agence. Hein. Même en agence, il faut prévenir longtemps à l'avance, faut être un bon client, faut justifier. Bref, c'est vrai que le sentiment qu'on a général, c'est que l'argent qu'on met sur le compte n'est plus notre argent, quoi. Ouais, bon, je sais pas si on la retient, c'est là. Bon, soit en tout cas c'est une proposition concrète parce que c'est un problème qu'elle a rencontré évidemment. Non, parce que vous avez beaucoup d'abus, c'est pour ça en fait, c'est pour ça que ça a été réduit énormément. Aujourd'hui, si vous déposez 1000 € en espèces sur votre compte, votre banquier va vous rappeler à la seconde. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des lois non pas françaises d'ailleurs, les lois européennes, au-delà même de l'Europe, des lois notamment aux États-Unis qui ne permettent plus, qui permettent, si vous voulez, de sanctionner les établissements bancaires français, et notamment la dernière en date qui était, en tout cas symboliquement, qui était la BNP Paribas, qui a pris 8 milliards d'euros d'amende, je dis bien d'amende. Ou sinon c'était soit ils payaient les 8 milliards, soit en fait ils étaient interdits de travailler avec le dollar. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait vous avez malheureusement, donc ce sont des luttes contre le blanchiment. C'est pas ce qu'elle dit la dame, elle dit qu'elle voulait retirer. Oui, mais c'est pareil. Oui, elle a changé d'établissement, pas sûr que ça change d'ailleurs. Oui, mais c'est la même chose. Si, c'est tout de même son en argent vérité, parce que si cette dame-là en fait a vocation à retirer régulièrement des grandes sommes ou de déposer des grosses sommes, il faut, alors moi c'est le conseil que je donne très souvent notamment à des clients, c'est de choisir un établissement bancaire qui n'est pas coté en bourse, donc du coup qui n'est pas régi par un certain nombre de lois de l'ordre du code boursier. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut prendre son temps. Je comprends pas pourquoi la bourse, là pour le coup je comprends pas. Les établissements bancaires de type qui sont cotés en bourse en fait sont beaucoup plus sourcilleux sur cet aspect-là que les établissements qui ne sont pas du tout cotés en bourse. Les établissements mutuels comme les mutualistes, ou pas forcément que les mutualistes, même des étrangères, même des françaises qui sont pas forcément, quand t'es coté en bourse, si tu veux, t'as une obligation, t'as ce qu'on appelle des audits bancaires. Les audits bancaires en fait sont très stricts. Alors que quand t'es pas coté en bourse, en vérité, ils sont beaucoup plus larges. Daoud a une proposition. Salut Daoud. Oui, salut. Moi, j'ai une proposition que j'ai déjà faite il y a une semaine, mais je te rappelle, c'est tolérance zéro contre l'évasion fiscale, puis le rapatriement de cet argent-là en France. Ah oui, ça c'est pas mal, ça parle à tout le monde, ça. Ça rappelle quelque chose. Ah oui, tolérance zéro pour l'évasion fiscale. Absolument. Même pour le pays du Maghreb. Non, non, parce que il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est marginal, l'évasion fiscale dans le Maghreb. Est-ce que vous savez qu'il y a une tolérance fiscale en France concernant nos parents, notamment nos aînés, notamment, qui ont construit des patrimoines immobiliers, notamment dans les pays du Maghreb, et dont l'État français, en tout cas le fisc français, ferme les yeux. Oui, mais c'est pas d'évasion fiscale. Quand on parle d'évasion, c'est des milliards. On parle pas de aujourd'hui, en termes de valeur. Non, l'évasion, ça commence par des millions. C'est pas. Eh oui, là, c'est marginal. Voilà. Bon, Farid, je suis pas d'accord. T'es recalé, mon vieux. Non, faut proportionner quand même. Il y a des limites. Une évasion fiscale, c'est 15 milliards à la Cahuzac, c'est ça. On parle pas de. Il a jamais. C'est une phase, mais on ne sait pas le montant. Il a été condamné, c'est pas grave. Il a pris 2 ans. De ce que je te dis là. J'entends bien. Non, c'est marginal. Ces gens qui travaillent sur des années, et qui payent au fur et à mesure. C'est honnête. Vas-y, Farid, vas-y. Aujourd'hui, lorsque vous avez un bien immobilier, notamment au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, il n'est absolument pas déclaré dans votre patrimoine en France. C'est normal, c'est des droits étrangers, c'est logique. Ah, pas du tout.
Ah bon? Ah bah je peux te garantir une chose. Lorsque tu as un bien en Belgique, tu dois le déclarer en France. Lorsque tu as un bien à Londres ou n'importe où... tu ne comptabilises pas dans le patrimoine. Exactement. Mais c'est pas de l'évasion fiscale encore une fois. Non. L'évasion. C'est un patrimoine constitué sur des années. Gamel, là où tu as raison, c'est que ça n'est pas proportionnellement, ça n'a strictement rien à voir avec ce que notre auditeur dit, c'est-à-dire. Là, tu risques de fâcher plus d'un. Non mais c'est pas une question de proportion. Dans un cas, c'est souvent des crédits qui ont été pris pour construire là-bas ou le salaire qui va là-bas. Dans le cas, c'est les sommes d'argent qui sont du capital pur et dur, qui n'a pas été pris en crédit ou en travail et qui sort de France dans des paradis fiscaux. Depuis quand l'Afrique du Nord est un paradis fiscal? On peut faire ce qu'on veut. Je peux t'en parler, en tout cas pour ce que je connais. Non, c'est pas un paradis fiscal. De quoi? Le Maroc n'est pas un paradis fiscal? Bien sûr que si. Non, il n'y a pas de loi, c'est pas un paradis fiscal. Le Maroc est un paradis fiscal au sens terme bien sûr que oui. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont acheter des riades là-bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui vont s'installer là-bas uniquement pour pas payer d'impôts. Mais pas seulement, c'est réducteur. Juste pour la qualité de vie à mon avis, c'est pas les impôts. C'est pas cher, on spécule sur le bien immobilier, on se paye un riad à bon compte et on vit très bien sa vieillesse. Tu as raison, les retraités qui s'installent fiscalement au Maroc ne payent pas d'impôts. Mais on va faire la contrepartie. Alors, si on parle de paradis fiscal à ce moment-là, il paye pas d'impôt très bien. Quand un Arabe d'Afrique du Nord quelconque travaille toute sa vie, il est obligé de revenir tous les 6 mois en France pour pouvoir continuer à percevoir. Voilà. Il y a une petite inégalité là-dessus. Donc là, pour le coup, le paradis fiscal, c'est ta déclaration fiscale qui compte, ta résidence fiscale qui compte. Effectivement, nos aînés qui continuent à être obligés de revenir. Pourquoi? Parce que ta résidence fiscale, c'est 6 mois, 1 jour. On te pose la question, où est-ce que tu vis au moins 6 mois et 1 jour? En réalité, beaucoup de nos aînés rentrent au pays, donc vivent essentiellement le reste de l'année là-bas. Mais effectivement, ils ne se déclarent pas fiscalement dans les pays tels que le Maroc ou l'Algérie. Pourquoi? Parce que si tu te déclares fiscalement, ta rente, ta retraite ou même ton salaire, etc., est amputée par les gouvernements, le Maroc, l'Algérie, etc., te dit, étant donné que le train de vie au Maroc est beaucoup plus faible, je dis une bêtise, vous percevez 1200 € de retraite, eh ben nous allons vous prendre, de manière injuste, nous allons vous prendre la moitié. Et c'est la raison pour laquelle. Mais bien sûr. Très étonné de ça. Coup de cœur. On aura l'occasion de. C'est très intéressant. C'est un sujet on va soulever un de ces quatre. Mon Farid. Coup de cœur. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors, qui a un coup de cœur et quoi est rapide? Très simplement, moi je vais vous refaire mon petit coup de cœur pour ce soir à 20h30. J'y vais en plus. L'Odyssée de Fulé, les chants berbères antiques avec cher Sidi bémol. Sidi bémol. Voilà. Donc c'est à 20h30 à Orly, au centre culturel à Orly, 1 place Louis Aragon, 1 place Gaston-Miens, vous prenez le bus 183, il vous dépose juste devant, venez vivre un moment extraordinaire avec ces chants berbères, et c'était comme ça qu'on passait la transmission d'informations de nos ancêtres. Moi j'ai un coup de cœur. Oui, très court. Vas-y. Dimanche à midi, il y a un super truc à la République et je dis comme j'y serai, et j'espère que tous les Algériens qui aiment encore leur pays y seront, parce que c'est important de montrer qu'on existe aussi en Algérie. Farid, il te reste un petit peu de place. Moi, mon coup de cœur, c'est à tous les enfants qui aujourd'hui vont à ce qu'on appelle au centre de loisirs, le centre aéré, anciennement appelé centre aéré, et les éducateurs qui passent leur temps. En tout cas, puisque la zone C aujourd'hui, en ce moment est en vacances scolaires, moi je pense à tous ces gens-là et qui nous ont permis de découvrir des tas de choses lorsqu'on était beaucoup plus jeunes. C'est vrai, ça nous rappelle des souvenirs. Qui avait un bonjour à passer là, j'ai oublié. Personne? Personne. Si tu m'autorises et que tu restes 2 minutes dans le cadre du grand débat, c'est Saïd El Oudjadji. Il aurait pu changer de prénom quand même. Dupont-Martin, c'est un petit peu compliqué. Qui me supplie sincèrement de passer ceci. Venez participer au débat participatif, débat national. J'aime mon pays, j'aime ma ville, j'aime mon quartier. Construisons ensemble, oui c'est possible. Les punchlines des quartiers de la République, c'est le 1er mars, donc c'est ce soir. C'est organisé et c'est 15 avenue. Oh putain, c'est pas un nom très français ça. C'est bon, il va pas être content. Strakinvind à Corbeil-Essonnes. D'accord. 15 avenue Strakinvind à Corbeil-Essonnes. Bon, ça me dit rien, pourtant je suis de là-bas. On salue Saïd d'ailleurs. Bien sûr, salut Saïd, mon ami. Merci à tous. Merci. Et puis bien entendu, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine. C'était autour de cette table Philippe Bouriachi, qui pour la petite histoire me ramène en moto. J'espère qu'il va me ramener en morceaux, en entier, je veux dire. En morceaux, J'espère que t'es un bon conducteur, bon Philippe. Hein, très prudent. Je suis un père de famille et j'attends un 3e, donc on sait que la fait pas le con. Félicitations. Merci. Félicitations. Psartek.
Farid Temsamani, merci beaucoup. Merci à toi, Christophe, pour l'accueil. On sait où te trouver dimanche à 12h, donc. Absolument. À la place de la République, on rappelle, dimanche 12h, place de la République à Paris, 14h, Porte d'Aix à Marseille. Bon week-end à tous. Dans un instant, l'excellent Medjahed. 20h, parler islam, et 22h, Caramontserrail, on va parler politique Algérie avec Youssef Hachmain. Bonsoir à tous, 18h sur France Maghreb 2. Et c'est Benoît Grossin pour l'actualité. Bonsoir Benoît. Bonsoir. De fortes tensions en ce moment dans le centre d'Alger. Les forces de l'ordre ont tiré de nombreuses grenades lacrymogènes pour dégager l'entrée du palais du gouvernement, siège des bureaux du Premier ministre, pour disperser la foule de manifestants sur place. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé aujourd'hui pour dire non à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, défilé dans le centre d'Alger, dans la deuxième ville du pays, Oran, ainsi qu'à Sétif Bouira et Tizi Ouzou. Sera-t-il entendu? Emmanuel Macron appelle à un retour au calme à la veille d'un possible 16e samedi consécutif de mobilisation des Gilets jaunes. Lors de la rencontre avec des élus de la région Nouvelle-Aquitaine en présence d'Alain Juppé à Bordeaux aujourd'hui, dans le cadre du grand débat national, Emmanuel Macron a qualifié d'intolérable les violences depuis le 17 novembre, mais rejeté le recours à l'état d'urgence ou à une interdiction nationale des manifestations, comme le réclame notamment à droite le député Éric Ciotti. Ce serait sans effet. Selon lui, la seule solution pour mettre un terme aux manifestations est, je cite, le discernement et la morale collective. La France et les Pays-Bas vont travailler ensemble pour améliorer les performances d'Air France KLM, annonce faite par le ministre de l'économie après un entretien à Bercy avec son homologue néerlandais en vue d'apaiser les tensions 3 jours après la montée surprise des Pays-Bas au capital du groupe aérien. Un processus conjoint qui doit être mis en place rendra ses conclusions d'ici la fin du mois de juin. On a appris ce matin la disparition d'André Previn, le grand compositeur et chef d'orchestre américain, s'est éteint à l'âge de 89 ans, 4 fois oscarisé pour les bandes originales de Gigi, Porgy and Bess, Irma la Douce, My Fair Lady. André Previn avait dirigé le Royal Philharmonic de Londres, le New York Philharmonic ou encore le London Symphony Orchestra et fait de nombreux allers-retours au cours de sa carrière entre le classique et le jazz. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.